Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. Trust the process. Trust the process. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Processus. Anthony Marcotte en compagnie de Marco D'Amico et de Martin Thériault qui est juste à mes côtés. Messieurs, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Écoute, ils ont dit ça qu'on est en mode série, mais là, c'est vrai, là, Ouais. tout le monde est en mode série, donc c'est encore plus incroyable. Ouais, écoute, c'est le printemps au hockey, là, c'est toujours gut check time. C'est toujours le temps où tu es capable d'évaluer le monde, que ce soit dans la Ligue nationale, les ligues américaines, les rangs amateurs. C'est là où les joueurs sont capables de se surpasser et n'importe quoi peut arriver. Donc, c'est toujours le fun. Tu te lèves pour des soirées comme ce qu'on vit en ce moment. Puis, écoute, on en a du stock à discuter, puis on va en continuer d'en avoir jusqu'en juin à cause de ça. J'ai même appris quelque chose dimanche. Popeye et les épinards, puis Marco D'Amico et les languettes de poulet, c'est la même chose. Donc, ça, c'est incroyable. Écoute, ça dépend où. Ça dépend où. La qualité du poulet au pub McLean's au centre-ville de Montréal est d'un niveau élite. Élite comme l'analyse d'un certain Martin Thériault pour les espoirs. Ça, c'est excellent. Puis aujourd'hui, justement, on va être carrément dedans. On avait annoncé nos couleurs la semaine passée, messieurs, qu'on allait regarder de très près ce que la liste de la centrale de recrutement de la Ligue nationale allait bien nous offrir. On le savait que la liste allait être publiée jeudi. Alors, notre émission aujourd'hui va traiter de ça en grande partie. En fait, je vois 4 sujets d'importance. Celui-là, il y a également celui du Rocket de Laval qui vient de terminer sa saison et qui devra attendre une dizaine de jours avant de commencer les séries parce que l'équipe a terminé au sommet de sa section. Il y a le jeune Porter Martone qui continue son excellent travail dans la Ligue nationale. Un autre gros but pour lui dans le premier match des séries pour les Flyers de Philadelphie. Et en guise de conclusion, on va regarder un petit peu ce qui va se passer dans les rangs juniors alors que la LHJMQ maintenant c'est 4 demi-finalistes. Alors, les 2 duels de demi-finale sont maintenant connus. Ça commence jeudi du côté de Moncton et on aura les questions du public, justement, pour compléter l'épisode. Messieurs, sautons tout de suite dans le vif du sujet avec la liste de la centrale de recrutement qui voit Gavin McKenna toujours trôner au sommet de la liste. Ivan Stenberg, lui, c'est la même chose, mais du côté européen. Alors là-dessus, il n'y a pas vraiment de surprise, mais on remarque que dans cette liste-là, puis on peut impliquer également les joueurs qui évoluent dans les rangs juniors québécois, certains ont augmenté leur cote au cours des derniers mois. Alors, on commence évidemment par le haut de la liste, messieurs. J'imagine que vous n'avez pas été surpris de voir que McKenna et Stenberg, ça n'a pas bougé de là. Donc, je pense que ça allait sous le sens à quelque part. Là. Puis, tu sais, il faut le rappeler. Tu as la liste en Amérique du Nord et tu as la liste en Europe. Donc, McKenna est premier en Amérique du Nord, Stenberg premier en Europe. Donc, évidemment, tu regardes les scénarios, tu regardes la saison que Gavin McKenna a connue, surtout sa deuxième moitié de campagne à Penn State. Je pense que ça allait de soi. Tu ne peux pas aller vers un autre joueur, les mains qu'il offre, la créativité, la vision de jeu. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on met souvent des comparaisons. Moi, je pense que c'est pas tout à fait exact, mais bon, tu peux voir où ça se situe. Tu entends souvent des comparaisons avec Nikita Kucherov, avec Patrick Kane, dans le cas de Gavin McKenna. Tu as montré plus de hargne, il était meilleur défensivement. Sa façon de se sortir justement des situations restreintes le long des rampes s'est améliorée là-dessus. Et dans le cas d'Ivar Stenberg, écoute, lorsque tu frises avec l'une des marques de Daniel Sedin pour l'une des meilleures saisons pour un joueur de moins de 18 ans dans la SHL, la Ligue élite suédoise, là, c'est parce que tu fais quand même quelque chose de très bon. Puis tu sais, lui, ce qui confirme également, il l'a montré au Mondial Junior, il l'a montré en fin de saison également, lorsque tu es dans les moments importants que ça devient un peu plus corsé, Ivar Stenberg rehausse ça. Puis présentement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compétition derrière. Il y en a beaucoup. Mais évidemment, ces deux-là, on fait ce qu'il fallait. Là. Ouais, il n'y a pas vraiment de surprenant sur le numéro 1 de chaque liste. Je pense que où on peut commencer à se poser des questions, c'est à partir de, peut-être du côté nord-américain, à partir du 3e rang. Je pense que la grande majorité ont Chase Reed comme le meilleur défenseur présentement au moment où on se parle sur leur liste.
Donc, c'est là où la conversation s'en va. Du côté européen, je pense qu'après Stenberg, la discussion est beaucoup plus ouverte. Il y en a certains qui vont préférer un joueur à l'autre. Il y a beaucoup de compétition là. Mais il y a une belle profondeur au haut de ce repêchage-ci. Honnêtement, je te dirais les 15 à 20 premiers joueurs qui vont sortir, c'est une très belle cuvée 2026. Et on va avoir amplement le temps d'en parler et de peut-être même passer certains de ces jeunes-là en entrevue. Oui, mais on va suivre ça de près. D'ailleurs, on va de plus en plus dans les prochaines semaines pour culminer jusqu'au repêchage. Vous parlez des principaux espoirs sur cette liste. Deux grands talents offensifs, deux ailiers en partant dans le repêchage, mais après, comme ça a été quand même pas mal la coutume dans les dernières années, il y a beaucoup de défenseurs qui ressortent assez rapidement dans cette liste-là. Tu parlais de Chase Reed, justement, Marco. Marty nous avait mis la puce à l'oreille avant le mondial d'hockey junior que ce gars-là était en pleine ascension. Et clairement, tu n'es pas le seul à avoir vu les mêmes choses, Marty. Son rendement commence à plaire à pas mal de gens. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si tu es un recruteur ou peu importe, si tu regardes des espoirs et tout ça, tout ce que tu veux regarder pour dire est-ce que ça se transpose à la LNH et tout ça, et Chase Reed coche les cases. Donc, tu sais, immédiatement, c'est un gars qui est rapide. C'est un gars qui a une extraordinaire première passe en relance. Il est incroyable. Autant de repérer un joueur près de lui, autant de faire des passes qui traversent le 3/4 de la patinoire. Et là, en plus, ce qu'il a montré, moi, personnellement, au Mondial Junior, il m'a comme éveillé un peu les yeux. Et c'est là que si tu compares avec tous les défenseurs dans ce groupe-là, parce que ça va être ça, le vrai sujet intéressant pour le repêchage 2026, là, ça va être ça. Qu'est-ce qui va se passer avec la panoplie de défenseurs qui va le premier, le deuxième, le troisième, puis à quel endroit ils vont sortir? Mais Reed, il l'a montré au Mondial Junior. Il y a eu la blessure de Cole Hudson. Par la suite, on a tenté des expériences avec Logan Hensler, l'espoir des Sénateurs d'Ottawa. Ça n'a pas fonctionné nécessairement. Et Chase Reed, c'est lui qu'on a amené en avantage numérique. Il a montré beaucoup de dynamisme, de l'exécution, capable de bouger la rondelle avec brio. Et de toutes ces façons-là, bien évidemment, si tu commences à comparer les listes et tout, tu te dis, bon, ben, pour la LNH, il a beaucoup d'éléments qui se transposent très bien. Je pense que ça explique certaines choses. Là. Pour moi, avec Chase Reed, qu'est-ce qui le rend intéressant, c'est la progression. Tu vois vraiment une belle courbe de progression dans son cas. Écoute, il a été un des défenseurs les plus impressionnants dans la Ligue d'Ontario. Marty vient parler de son championnat du monde junior. Pour moi, tu as aussi, tu sais, quand tu bâtis une liste ou tu es en équipe, il y a aussi la valeur positionnelle. C'est un gros défenseur droitier. Ça vient ça rentre dans la discussion. On l'a vu dans les repêchages antérieurs. Lev Shunov, deuxième, devant un Seneca, devant un Demidov à cause de sa position. Le choix de David Reinbacher, grande partie, en fait, parce que c'était un défenseur droitier. Donc, c'est une autre couche qu'on apporte à son jeu. Puis son jeu défensif s'est amélioré, mais c'est vraiment l'offensive qui ne s'apprend pas et la façon qu'il est capable d'apporter l'offensive, que ce soit en termes de fabricant de jeu ou en termes de marqueur de but. C'est là où tu as vraiment les deux opportunités pour être un défenseur d'impact. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'a primordialement premier dans cette liste-là. Oui, tu as Carson Karels qui est juste à côté, qui lui aussi a connu une très belle saison offensive. En fait, une meilleure saison offensive que Chase Reed. Mais je crois que le potentiel offensif de Chase Reed est une coche de plus. Et c'est quelque chose qui pourrait se développer encore plus dans les rangs professionnels. Quand vous regardez la liste, messieurs, puis qu'on voit 4 défenseurs nord-américains classés l'un au fil de l'autre, est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas consensus chez les gens qui décident de cette liste-là en voulant dire, ben, c'est encore très ouvert, puis ce sera aux équipes de trancher, parce que Reed est là, Karels est troisième, Keaton Veroff tout de suite après, et Daxon Rudolph classé 5e. Donc, tu en as 4 en ligne là, dans cette liste-là. Mais ça, c'est intéressant pour les gens. Là. Allez voir Je trouve que c'est un très bel exercice de LNH.com d'avoir mis des caméras, puis en passant, la liste est réalisée à Montréal et tout ça, là, à quel point la centrale de recrutement, donc les délibérations de la centrale de recrutement, puis à un moment donné, il y a un débat, puis si je ne me trompe pas, c'est entre Reed et Carroll, justement, puis c'est corsé, là, on travaille comme une vraie équipe de la LNH, là. On compare, on dit, OK, on monte, parfois c'est un rang, puis tu parles pendant 5 heures de temps sur le joueur, mais les débats étaient corsés, on s'obstinait pour dire lequel est le meilleur. Puis je pense que c'est ce que ça montre dans ce repêchage-là, c'est que
beaucoup de... Tu sais, tu peux pas dire ça de tous les joueurs de ce repêchage-là, mais dans ces défenseurs-là, tout le monde a montré quelque chose d'impressionnant. On vient de parler de Chase Reed. Carroll a quand même joué au Mondial Junior à 17 ans, chose qui est rare. Daxon Rudolph, moi, je trouve que c'est énormément amélioré en transport de rondelles pour créer des choses à l'attaque et défensivement, c'est peut-être le meilleur. Keaton Veroff a une fin de saison moins facile, mais c'est un gars de 6 pieds 4 pouces, quand même quelqu'un qui a toujours eu l'aura. On sait ce qu'Albert Smith a fait aux Olympiques. Donc, tu sais, tu prends tous ces gars-là, et là, à un moment donné, ça vient à dire, bon, ben, tu as un groupe de 4, 5, 6 défenseurs, puis certains ont des qualités, certains ont des faiblesses. Puis c'est là que c'est intéressant, parce que tu vas comparer les listes d'équipe en équipe, puis là, ça change. Mais, Marty, il faut se le dire, tu viens de nommer ces 6 défenseurs-là, le Reed, Carrells, Verhoff, Rudolph, excuse-moi, 5, et Albert Smith. On parle de 5 défenseurs avec un potentiel de jouer sur une première paire dans la Ligue nationale. C'est quand même intéressant là, pour un repêchage parce que tu regardes les QV auparavant. L'année passée, il y a eu un défenseur sorti dans le top 10. C'est tout un changement. L'année passée, c'était que des centres qui sont sortis dans le top 10 avec Porter Martone ensuite et Radim Mertka. Là, on risque de voir l'inverse où tu as tellement de défenseurs. J'ai une petite question là-dessus. Est-ce que le fait qu'il y a autant de défenseurs, puis tu regardes les équipes qui sont dans le bas classement, exemple, Vancouver perd les 2 loteries comme d'habitude et choisit 3e. Est-ce qu'ils choisissent un défenseur en ayant Ziv Bouillum et Philippe Hronek ou est-ce qu'ils se tentent avec... Ou ils s'engagent Manny Malhotra comme entraîneur-chef et il repêche son fils. Et voilà. Et non, mais sérieusement, ça, on ne peut pas négliger ce scénario-là. Là. C'est un scénario qui est très plausible. J'en ai parlé du côté anglais, en fait. Que c'est une vraie... Parce que, les Canucks ne laissent pas personne parler à Manny Malhotra en ce moment, qui est quand même bizarre. Et 2, on surveille de près du côté des Canucks les Bulldogs de Brantford, qui, eux autres, ont fait un 2e balayage de suite. Et Malhotra est vraiment la pièce maîtresse en ce moment pour ce club-là. Puis il y a un joueur qui a été repêché 6e au total qui joue devant lui. Donc, c'est quand même intéressant. Là. Donc, c'est quelque chose à suivre. La liste est là, mais c'est très intéressant de voir comment la liste et la réalité vont changer d'un bord comme de l'autre parce que il y a certains clubs, exemple Calgary. Est-ce que Calgary vont choisir Reed, Verhoff, Rudolph en ayant déjà la pièce maîtresse du côté droit en Zane Parekh ou ce qui serait plus tenté à Carson Carrells du côté gauche? C'est des décisions comme ça qui vont peut-être trancher le débat parce que moi, je suis d'accord avec Marty, ils sont tous dans le même peloton, puis c'est un peloton élite selon moi. Moi, je vais aller plus loin que ça. Là. Bon, on vient de parler du peloton élite et tout ça, puis on a parlé en début d'épisode de McKenna et de Stenberg. Là. Un des deux là va sortir le premier selon moi. Mais moi, je vais aller jusque-là. Je pense qu'un gars dans le top 7 ou 8, là, en excluant McKenna et Stenberg, qui est capable d'être repêché 2e. Moi, je pense vraiment... Si j'avais à parier, là, en date d'aujourd'hui, là, je pourrais retourner dans 2 mois, je vais peut-être dire que je serais complètement fou. Mais j'ai le goût de penser qu'il y a une équipe qui va être au 2e rang, qui va peut-être nous surprendre. Qui va peut-être nous dire... Moi, je préfère Verhoff, ou je préfère Chase Reed, ou je préfère... Callum Malhotra, je vais être honnête avec toi présentement, il me force à réfléchir pas mal. Parce que Callum Malhotra, tu pouvais voir dès le départ, le coup de patin était là, c'est sûr. Les mains correctes, un gars très physique, capable de prendre le contact, pas de problème là-dessus. Mais là, tout au long de la saison, Callum Malhotra, plus ça va, toutes les situations, tu te dis, ouais, ça aurait pu être plus difficile. Je vais donner un exemple. Avec les Bulldogs de Brantford, on est allé chercher Jet Lushenko, un joueur de centre naturel, un choix de premier tour. On peut débattre de si c'était un bon choix ou pas, mais on amène Jet Lushenko. Moi, je me disais, écoute, je pense probablement que Malhotra va écoper, va être 3e joueur de centre derrière Jake O'Brien et Lushenko. Puis c'est le contraire, c'est Lushenko qui a écopé. Lushenko s'est retrouvé à l'aile de Malhotra. Et Malhotra est sur la première vague d'avantage numérique, toujours aussi physique, toujours capable. Et là, tu le vois en série en ce moment. J'ai regardé quelques matchs quand même, là. Puis c'est incroyable. Il prend les choses en main par lui-même. Il y a très, très peu d'espace, puis il manœuvre. Les mains sont encore plus rapides. Pas peur d'aller au filet, pas peur de contrôler le jeu pour ses coéquipiers. Tous les petits aspects, les petits détails pour le match. Puis là, tu le vois en ce moment.
plus l'enjeu est élevé, plus les matchs sont serrés ou que c'est fort physiquement, il y en a que ça les ralentit. Pas Caleb Malhotra. Ce qui m'amène pratiquement à me dire, je pense qu'assurément, c'est un futur deuxième joueur de centre, mais est-ce qu'il est capable de devenir un premier? Ouais. C'est là ma question, puis je commence à me dire, peut-être. Puis si c'est le cas, moi, McKenna et Stenberg, je les adore, sont très bons, mais c'est pas Connor Bedard, c'est pas McLean Celebrity. Si tu en arrives à la conclusion de te dire Caleb Malhotra est un premier joueur de centre avec tout ce que je viens de te dire, ben, il y a une logique de dire qu'il pourrait être deuxième. Puis je dis ça, mais les défenseurs, c'est la même chose. Si une équipe veut un défenseur à tout prix, c'est qu'on se dit je veux Chase Reed plutôt que Ivan Stenberg, par exemple. C'est intéressant tout ce que tu mentionnes, Marty. Puis c'est tellement intéressant que je vous pose une question, puis ça va vous inciter à vous mouiller un petit peu plus. Là. Si on exclut, admettons, McKenna et Stenberg, parce qu'on en parle vraiment depuis le début de l'année, là, mais quand on commence par la suite avec des noms comme Reed, Carroll, Smith et les autres, puis on inclut Malhotra là-dedans, jusque dans le top 10, top 12 du repêchage, lequel espoir, à votre avis, a tellement une qualité de premier plan que vous n'auriez pas de doute à le prendre troisième? Et lequel, en contrepartie, a un défaut qui vous chatouille, qui vous dise lui, je ne le prendrai pas pour X raisons parce qu'il y a une qualité moins forte que d'autres pour le prendre troisième. Marty. Je vais commencer avec le joueur qui peut peut-être un peu plus décevoir. Là. Pour moi, il y en a un, c'est Keaton Veroff. Keaton Veroff, clairement, vous allez voir mes listes finales, là, il est bas, qui va être plus bas probablement que tout le monde. Il y a un aspect qui me fait énormément peur. Puis je me suis attardé beaucoup là, dans les séries de la NCAA. J'ai regardé tous ces matchs. Là. Sa gestion de la pression. Aussitôt que tu lui mets de la pression en échec avant, sa prise de décision est plus lente. Il y a plus de revirements. Je regardais dans les séries de la NCAA, le Frozen Four notamment, là, puis aussitôt que tu lui mettais de la pression, la rondelle allait n'importe où. L'adversaire avait des chances de marquer. Il compliquait la vie. T'sais, les flashs de Keaton Veroff sont impressionnants. Aussitôt qu'il se porte à l'attaque, qu'il fait des 1-2, le gabarit est là, il y a un sens offensif, il y a un excellent saint frappé. Là, on l'a vu un peu avec North Dakota, on l'a utilisé en demi-finale sur ce plan-là. Mais sa gestion de jeu défensif lorsqu'il est mis sous pression me fait énormément peur. Puis en plus, une fois que le jeu est installé, que tu dois jouer en défense, ben honnêtement, il est perdu souvent par moment. Honnêtement, ça arrive parfois qu'il ne sait juste pas quoi faire. Et ça, c'est le seul dans le top 10 chez lequel je vois ça. Le gars peut-être qui a peut-être le plus de potentiel, et ça, il faut que je le confirme, j'ai pas encore pris ma décision à 100%, mais je dirais pratiquement que c'est Malhotra pour les raisons que j'ai mentionnées. Ouais. Écoute, moi, ça a toujours été Malhotra. Je pense que je suis sur le train de Malhotra depuis décembre. J'ai beaucoup suivi les Bulldogs de Brantford, en grande partie à cause de Owen Protz. Et c'est pour ça que j'ai pu découvrir Malhotra, mais j'en discute avec le monde de la OHL. En début de saison, on parlait de Tynan Lawrence comme étant le premier centre qui allait sortir de ce repêchage-ci. Il a connu une bonne saison dans la USHL. Et quand il a fait le saut vers Boston University, je n'étais pas nécessairement impressionné de ses premiers pas. Donc, je pense que c'est pour ça que tu vois présentement le flip entre les deux. Moi, je me mouille directement. S'il y a un club avec un besoin au centre qui choisit deuxième, je ne serais pas surpris si Malhotra sort, si ça continue comme ça. Il est à un but par match en série, des gros buts. Pour moi, c'est le centre où ce que je le regarde puis je dis ça peut être un premier centre dans la Ligue nationale selon le club. Tu regardes où ce que certains des clubs qui sont dans le bas du classement s'en vont. Là. Les Rangers ont besoin d'un centre. Les Canucks vont avoir besoin d'un centre. Ça continue. Tu construis un club au haut du repêchage, oui, avec du talent élite, mais si tu as un centre capable d'être un centre numéro 2 élite ou un centre numéro 1 moyen, ça vaut de l'or, ça. Le monde se jette là-dessus. Et je pense que c'est pour ça que Caleb Malhotra risque fort probablement de finir plus haut que le top 5 si les choses continuent. Tynan Lawrence, je pense qu'on va peut-être le voir dans le range du 7-8 selon les besoins des clubs parce que les défenseurs qui sont disponibles là ne sont pas toujours disponibles dans des repêchages.
Puis on le voit, tu regardes certains clubs qui sont capables de faire rentrer des défenseurs après une année. Tu regardes l'impact que Ziv Bouillum peut avoir dans un club, exemple, à Vancouver, à quel point il est rentré là, puis ça a immédiatement commencé à fonctionner. Je pense que ces jeunes défenseurs-là, tu te dois, si tu n'as pas accès à un centre de premier plan, si tu as accès à un défenseur de première paire devant toi, puis tu en as plusieurs qui sont assez prêts physiquement d'être dans la Ligue nationale dans un 12 à 24 mois, je me tenterais là-dessus aussi en avant. Et je pense qu'à cause de ça, des gars comme Ethan Belchetz ou Tynan Lawrence vont peut-être écoper. OK. Ben, très intéressant. Puis maintenant, ben, pour les produits de la LHJMQ, messieurs, il faut en parler aussi. Parce que tu nous avais mis la puce à l'oreille il y a quelques semaines déjà, Marty, que pour toi, Maddox Dagenet était en ascension, point de vue liste de repêchage. Et ça se confirme parce que au niveau nord-américain, Dagenet est classé 15e. Donc, le meilleur espoir de la LHJMQ, c'est l'attaquant des Remparts de Québec. Je vais lui donner, Maddox Dagenet, le gros point qu'il a amélioré, surtout en deuxième moitié de saison. Puis je pense que ça a même commencé à partir du défi des espoirs, les Canadiens de hockey contre les États-Unis. Là. Il est beaucoup plus constant. On le voit pas mal plus, même lorsqu'il ne marque pas. Je vais vous donner un exemple. La série contre les Saguenay-Chicoutimi. Après, je retourne voir la feuille de pointage, mais selon moi, il n'a pas obtenu énormément de points, Maddox Dagenet. Sauf que dans cette série-là, il m'a impressionné parce que les petits détails, les replis défensifs, c'était l'un des premiers revenus. Défensivement, dans les bagarres 1 contre 1, il était solide, s'en laissait pas imposer, il était capable d'avoir une bonne couverture défensive, bloquer des tirs. Il a un peu sacrifié ce qui peut amener du succès chez lui. Tu sais, Maddox Dagenet, ça a toujours été un gars avec un excellent tir sur réception puis des mains en or. Mais, par contre, l'implication défensivement, on ne la voyait pas toujours. Et ça, je pense que c'est encore un point, mais je pense que c'est moins pire. Et la constance. Je dirais qu'il y a des matchs, je peux le voir, il est tout feu, tout flamme, il obtient 3 points, il frappe, il tire, il se replie défensivement, il fait tout. Puis là, parfois, tu le perds un peu. Là, je trouve qu'à l'attaque, ça devient plus ordinaire et tout ça. Par contre, je reviens sur le plan défensif, ça, c'est constant. Ça, je trouve que match après match, on le voit vraiment. Ça, chapeau à Éric Veilleux. Et là, ben, par la suite, moi, je pense que le repêchage 2026, il y a un très beau top 10, mais il n'y a peut-être pas de grosse profondeur à partir de 16 ou de 17. C'est là qu'un gars comme Maddox Dagenet, qui se pique 4 pouces, qui patine, qui frappe, qui est bon, qui s'est amélioré défensivement et qui, moi, j'ai vu des matchs en personne. Là, j'ai un match notamment en tête à Victo. Là, il a été tout feu, tout flamme. Dans les coins, il frappait tout le monde, il gardait la rondelle, il était intimidant. Il est sorti de ce match-là avec 3 points aussi. Là. Il avait été extraordinaire, Maddox Dagenet. Donc, si tu dis, bon, ben écoute, je ne sais pas trop qui prendre, ben écoute, lui, clairement, il a des belles aptitudes. Et je veux simplement lancer peut-être une petite parenthèse sur le championnat mondial des moins de 18 ans qui commence. Ouais. L'épisode va paraître mardi, commence mercredi du côté de la Slovaquie. Là. Dagenet est là. Puis ça, souvent, c'est une vitrine pour peut-être ouvrir les yeux dans un scénario différent. Ben, l'entraîneur, tu es avec la crème de la crème, tu n'as pas nécessairement des vétérans pour prendre ta place et tout ça. Je le sauverais, Maddox Dagenet, là-dessus. Ouais, c'est très bon. En tout cas, il gagne des points. Et à part ça, la surprise, si c'en est une, parce que si vous écoutez le processus, vous vous en doutiez un petit peu, là, mais Tommy Blyle devance d'un rang Xavier Villeneuve. Donc, c'est intéressant. Il y a peut-être une petite course, lequel va sortir en premier. Dans un même pain, là, en 4 rangs, tu as 4 joueurs de. En 5 rangs, il y a 4 joueurs de LHJMQ à peu près au même endroit. Dagenet 15e, Tommy Blyle 17, Xavier Villeneuve au 18e rang et l'attaquant des Tigres de Victoriaville, Yegor Shilov. Un petit mot peut-être sur cette petite compétition à la ligne bleue entre Blyle, un Américain qui joue du côté droit, un droitier, et Xavier Villeneuve de l'Armada de Blainville-Boisbriand, qu'on voit arriver depuis longtemps, mais qui clairement a peut-être être embêté dans le classement par sa longue blessure en fin de saison. Oui, c'est exactement ça. Puis je pense que Blyle, c'est aussi la courbe de progression a été extraordinaire. C'est vraiment... L'année passée, on parlait de lui comme un potentiel choix de 3e ou 4e tour. Puis là, on parle, je dirais, quasiment avec assurance dans les cercles avec qui je discute, d'un choix de premier tour. Je pense que ça démontre à quel point sa courbe de progression est intéressante et continuelle. Il joue très bien en ce moment pour les Wildcats de Moncton.
qui sont après de commencer leur prochaine série dans la prochaine semaine, la demi-finale dans la LHJMQ. Donc, c'est très intéressant de voir à quel point il évolue parce qu'on le savait, il était mobile, on savait qu'il avait un bon tir, mais là, il a vraiment diversifié la façon qu'il joue. La vision du jeu s'est améliorée tant défensivement qu'offensivement. Et il y a une certaine durabilité dans sa game qu'on n'a pas vu nécessairement du côté de Xavier Villeneuve. Et encore une fois, je sais que c'est simple à dire ça, mais il y a aussi l'aspect gabarit où ce que Blyle, il y a plus de potentiel de croissance dans son cas qu'un gars comme Xavier Villeneuve. Ceci étant dit, ça va être deux très bons choix de défensive dans ce repêchage-ci qui pourraient vraisemblablement les deux sortir en premier tour. Mais je dois lever mon chapeau à Blyle parce que en tant que recrue dans cette ligue, il y avait beaucoup d'étapes qu'il fallait franchir, beaucoup d'acclimatisation dans le contexte de la LHJMQ. Donc, il n'a pas nécessairement parti en canon les premiers matchs, mais une fois qu'il était habitué au rythme, il a pris son envolée. Et je pense que c'est ça que les recruteurs adorent, c'est que quand un joueur est capable de s'adapter vite et ensuite dominer, c'est là que ça devient intéressant parce qu'il était capable de dominer même quand Caleb Desnoyers n'était pas là, qui était blessé ou qui était au championnat du monde junior. C'était un gars qui était très impliqué. Je sais qu'on le surveille de près pour l'équipe des États-Unis junior pour Noël prochain. C'est un joueur qui va être très convoité, rendu dans les comme Marty l'a dit, après le 16e rang jusqu'au 32e, c'est là où tu lances des dards. Mais lui, ce serait un joueur pour qui, je crois, plusieurs équipes vont avoir une confiance pour dire ça, c'est un gars qui va jouer dans la Ligue nationale. Vous me connaissez, j'aime sûr que vous vous mouillez, messieurs. J'en ai une dernière sur la liste de la centrale. En fait, c'est deux questions, mais c'est deux questions en une. Quel est l'espoir, à votre avis, qui est sous-évalué et qui est l'espoir le plus overrated sur la liste? Ouf. Intéressant. Pas facile, hein? Ouais. Bon, non, Ouais. mais j'ai. Barty, t'as toujours des noms, je le sais, mon snoro. J'étais prêt. C'est exactement ce que j'avais étudié un peu. Là. Le joueur le plus sous-estimé, puis ça commence depuis le début de la saison. Puis honnêtement, la centrale, ces joueurs-là sont souvent sévères envers ces gars-là, les petits joueurs. Ouais. J'en ai parlé la semaine dernière. C'était mon espoir de la semaine dernière, c'est Adam Valentini. Écoute, je comprends les craintes sur le jeu physique. Moi-même, à un certain moment, vers la fin de la saison de Michigan, je le voyais dans les coins. Je me disais, ouais, écoute, il s'efface, il est impliqué, il tente de mettre de la pression, mais aussitôt que tu as un défenseur qui arrive à 1 contre 1, il perd la rondelle. Je comprends tout ça. Mais premièrement, puis là, je sais que la centrale de recrutement n'a peut-être pas nécessairement considéré le Frozen Four, mais il a été bien meilleur dans les séries de la NCAA, pas mal plus capable de sortir des coins avec la rondelle. Puis à un moment donné, le talent est là, le tir est là, les mains sont là, le sens offensif, la hargne également. Je ne dis pas que ça va fonctionner, mais de l'avoir 86e en Amérique du Nord, alors que c'est quelqu'un qui a obtenu une production intéressante dans la NCAA pour un gars, pas un late, pas un joueur de 18 ans, un gars de 17 ans qui a toujours eu une belle réputation tout au long de sa carrière. Lui, c'est un Ontarien, donc tu sais, lorsqu'il jouait dans les rangs mineurs en Ontario, toujours eu une belle réputation. Donc, je le répète, je ne dis pas que ça va fonctionner. Je ne dis pas que ça va être un joueur extraordinaire et tout ça. Je ne dis pas de l'avoir dans le top 10, mais 86e avec des joueurs, parfois des futurs joueurs de 4e trio, voire des joueurs que tu les regardes, tu dis, lui, aucune chance qu'il joue dans la LNH. Je trouve ça franchement sévère. Là. Puis, Marty, je pense que je suis 100% d'accord avec toi, puis je vais me mouiller d'un point de plus. Quand LJ Mooney a été repêché en 4e tour, tout le monde à Los Angeles qui était au repêchage ont fait « Oh, damn! Ça pourrait être un vol. » Si Adam Valentini va descendre jusqu'au 3e ou 4e tour, je serais intéressé de voir la stratégie du Canadien de Montréal. Parce qu'ils l'ont vu jouer très souvent, ce jeune-là, en recrutant et en scrutant et en suivant un certain Michael Age cette année au Michigan. Ces deux-là ont joué ensemble une bonne chimie quand même. Puis Adam Valentini, un jour, je vais m'en rendre compte que c'est Valentini. Ce jeune-là n'a pas eu des grosses minutes au début. Il les a méritées. Puis ça, c'est quelque chose. Brandon Norato, là, il y en avait des options. Il y avait des vétérans, là, il y avait des seniors qui auraient pu jouer au-dessus de lui. Valentini a mérité ses minutes
Et moi, ce que j'ai aimé le plus de lui, c'est ses 10 derniers matchs de la saison étaient ses meilleurs. Ça, c'est quand tu vois un joueur prendre son envolée. Puis je ne serais pas surpris l'année prochaine si c'est un joueur d'un point par match jouant avec Michael Age. Ouais, non, exactement. Puis Et le plus overrated maintenant? le plus overrated, j'en ai pas vu énormément, mais moi, puis je vais rester dans la NCAA. Moi, je pense que c'est peut-être Ilya Morozov, qui là, en ce moment, est 10e en Amérique du Nord. J'aime le prototype. Lui, je suis dans une petite université qui n'est pas très connue. Je joue pour l'université de Miami, Ohio. Ce n'est pas une université qu'on entend souvent parler pour développer des joueurs. Je comprends ce qu'on aime, par contre. C'est un gars intense. C'est un joueur qui joue au centre, qui a une belle production quand même. Pour un des centres les plus jeunes du repêchage, là. Il est né vraiment à l'été 2008, donc ça, c'est sûr que c'est à considérer. Et je comprends qu'il est intense, Morozov. Je comprends qu'il met de la pression. Il est quand même fort, c'est un centre de 6 pieds 3 pouces, donc capable de gagner ses bagarres, de sortir des coins, d'être capable de faire des relances et tout ça. Mais quand tu me parles d'un top 10, je vais prendre l'exemple des gars de la NLGMQ, puis il y en a d'autres. Tu me parles des Dagenet, des Blyle, des Villeneuve, des Tichy, là. Puis je pourrais me nommer Ryan Lynn, qui est dans le groupe. Là, c'est le joueur qui est entre ces quatre-là, là, au 16e rang. Ils ont tous un impact offensif. Tu peux tous dire, bon, il y a peut-être des risques, mais écoute, ils ont des mains, ou ils ont des tirs, ou ils ont un sens du jeu incroyable. Puis Morozov, je le regarde, puis c'est un gars sûr. Je pense qu'il va jouer dans la LNH. C'est un gars qui va être très utile pour une équipe. Mais de voir un potentiel offensif, je le vois pas nécessairement. Donc, il travaille, mais son sens du jeu lorsqu'il a la rondelle, c'est des décisions, somme toute, assez simples. C'est un gars qui va faire des tirs simples au filet, il va aller au filet, va aller chercher des retours, mais je trouve qu'à ce moment-là d'une liste, ça te prend des gars. Tu sais, JP Herbert, t'es pas très loin, c'est un gars qui a une saison extraordinaire dans la WHL, moins complet que Morozov, mais plus de potentiel offensif. J'aimerais mieux voir des gars comme ça, même je suis pas en train de dire que j'aime Herbert, là. Et je pense que c'est plus des gars comme ça que j'aimerais voir dans ce coin-là. C'est là que je trouve qu'il est un peu élevé, Morozov. OK. En as-tu un aussi, Marco? J'aime vraiment pas parler de joueurs overrated dans un repêchage. Pour moi, je pense que c'est à chacun son opinion. Puis écoute, en travaillant avec ce joueur-là, c'est un peu malaisant de dire un est overrated selon un autre. Écoute, un joueur que je pense qui va peut-être glisser en conséquence, c'est peut-être Morozov, c'est celui que je voyais dans le top 10 ou ce que je me disais peut-être ça va descendre. Sinon, j'irais avec le deuxième frère Rock, Marcus. Je pense que Liam fait très bien paraître son jumeau. Puis, je pense qu'il y a une équipe qui va tenter d'avoir les deux en même temps, mais on sait très bien qu'il y en a un qui va partir plus tôt que l'autre. Et je pense que c'est Liam, pour moi, est le joueur de talent qui vraiment est capable de pousser le jeu, tandis que son frère Marcus suit la cadence. Il est capable de faire d'excellents jeux lui aussi, mais encore une fois, c'est un peu différent avec des jumeaux parce que on les met ensemble d'habitude. Puis probablement, on va probablement voir un club, mettons, comme les Flames de Calgary qui ont un choix de fin de premier tour, mais genre 5 choix de deuxième tour. Ils incluent 2 ou 3 en début de deuxième tour qui vont peut-être tenter leur chance de réunir les deux dans leur organisation. Mais je pense qu'il y en a un qui, s'il n'avait pas un jumeau, serait un choix de premier tour sans argument. Et l'autre qui peut-être se fait élever, qui aurait pu être un choix de milieu de deuxième tour. Exemple. Ça fait penser un peu à la situation des frères Ruslan et Roman Bashkirov dans le temps avec les Remparts. Tu te souviens, Marty? Ils n'ont pas eu de grande carrière en Amérique du Nord après leur passage junior, mais c'était un peu ça. Il y en avait un qui était meilleur que l'autre. Puis au final, je ne sais pas si tu te souviens de toute la saga, la controverse qu'il y avait eu avec les Bashkirov. Là. Ruslan était bien meilleur que Roman avec les Remparts. Ruslan repêché au deuxième tour par les Sénateurs d'Ottawa. Puis là, il devait retourner à Québec à 18 ans. Le père était mécontent que Roman n'ait pas été choisi. Puis il se disait, écoute, Ruslan va suivre Roman et tout ça. Il avait dit, écoute, ça ne se passera pas comme ça. Je veux que Roman ait sa chance et tout ça. Puis il avait comme un peu fait faux bon. Il avait décidé de retourner en Russie complètement. Puis au final, ça a complètement bousillé, je vais dire, la carrière de Ruslan parce que Roman était moins bon. Là. Au final, Ruslan Bashkirov, allez voir ses statistiques, allez voir ce qui s'est passé par la suite. S'il a joué 10 matchs à la KHL, c'est beau. Il s'est promené dans la VHL, ce qui est la Ligue américaine de la KHL.
ça a complètement bousillé sa Il carrière. aurait dû être meilleur que ça. Il y a eu des bons vraiment une bonne lignée quand même avec les remparts dans son temps. Là, moi, j'ai un bon souvenir quand même de Rustam, tu as raison. Il était une bonne coche supérieure à Roman. Je pense pas là, que l'écart est aussi grand avec les frères Rock, par contre. Là. Donc, à suivre. Merci pour la liste de la centrale. On va suivre ça encore de près. Puis, on aura notre propre liste à commenter quand Marty sera prêt à publier la sienne. On fera assurément un segment là-dessus. Je sais, Marco, que tu voulais absolument nous parler de Porter Martone. Ça continue pour lui avec les Flyers de Philadelphie. But vainqueur dans le match de samedi pour les Flyers face aux Pingouins. Oui, absolument. Puis c'est, tu sais, moi, quand j'avais parlé avec Porter durant la saison, il parlait du fait qu'il voulait utiliser cette année-ci pour arriver dans la Ligue nationale physiquement prêt, non seulement pour jouer les matchs en fin de saison, mais espérer de faire la différence s'il se rend en série. Puis, selon ce qu'il m'a dit, plusieurs journées dans le gym, plusieurs journées en train de faire des vidéos avec le monde à Michigan State. Il a vraiment pris des bouchées doubles pour qu'il puisse être prêt. Parce que les Flyers de Philadelphie, là, ils le voulaient dans la Ligue nationale le plus vite possible. Et on le voit pourquoi. Là. Il a un talent incroyable. C'est, la façon qu'il joue en ce moment, là, c'est vraiment intéressant de le voir aller parce que ça me rappelle beaucoup de l'impact que Matthew Tkachuk a eu avec les Flames de Calgary dans le temps quand il a commencé. C'est un joueur électrisant, capable d'utiliser son corps pour se créer de l'espace, mais un QI hockey et un savoir positionnel sur la glace, vraiment que ça ne s'apprend pas. Donc, de le voir continuer comme tel, ça démontre à quel point, quand un joueur est prêt physiquement pour se joindre dans la Ligue nationale, si le talent élite est là, ils vont être capables de suivre la cadence, que ce soit un rôle complémentaire, que ce soit un rôle primaire, peu importe. Si l'opportunité est devant lui, c'est un joueur qui va être capable de faire la différence en jouant la game de façon honnête. D'aller au filet, d'agir comme écran, utiliser son tir foudroyant. On le sait, en série, tu as moins d'espace. C'est là où des joueurs comme ça ressortent le plus. Et c'est encore une fois, pour moi, un des joueurs que je croyais avait aucune affaire hors du top 5 du repêchage de 2025. Je le dis depuis l'année passée. Et il démontre exactement pourquoi. Parce que pour moi, ça va être un des attaquants de puissance de qualité dans la Ligue nationale pour des années à venir. Moi, ce qui m'impressionne un peu de Porter Martone dans ces séries-là, j'ai regardé le match numéro 1 contre des Flyers, là, contre les Pingouins. Puis ça, je vais aller plus loin. Je vais même sortir de la bulle l'espoir jeune et tout ça. Il aide les Flyers par son attitude, par son énergie. C'est un gars qui a une énergie contagieuse. Ça tu ne pourrais jamais lui enlever. Là. Autant il y avait des critiques à son année de repêchage, autant il y avait des gros points négatifs, des points positifs. Mais l'énergie, ça a toujours été quelqu'un qui a justement une belle exubérance. Il a toujours le sourire un peu. C'est un gars qui va avoir moi, j'ai toujours trouvé que l'intensité était coup-ci, coup-ça lorsqu'il était dans les rangs juniors, mais vraiment, là, ça nourrit les Flyers. Il fait une séquence, il sourit, il peut dynamiser la foule avec une célébration. On l'a vu sur son but. Premièrement, ça a fait très mal parce que les Pingouins poussaient pour revenir de l'arrière, marquent le gros but pour, de mémoire, c'était le but 3-1. Mais là, ça a comme réveillé les Flyers. Tout le monde est devenu excité. Les sourires étaient là au banc. Là, non seulement Martone, mais un gars comme Denver Barkey, le petit attaquant, l'ancien des Knights de London, tu le voyais beaucoup plus à l'aise. Très, très bon match également. Il s'entendait bien. Tu vois qu'il y avait une certaine interaction avec Trevor Zegras et tout ça. Donc, je pense qu'au-delà de ce qu'il apporte sur la glace, le fait qu'il ait du succès et qu'il soit juste content de jouer au hockey, je trouve que ça aide énormément les Flyers, alors que tu ne le cacheras pas à Philadelphie, là, souvent les mauvaises nouvelles puis les choses un peu plus négatives, là, je vais prendre l'exemple de Matvei Michkov cette année, qui joue beaucoup mieux en passant. Là. Mais c'est moins évident. Là, vraiment, Martone, c'est un peu ça qu'il apporte, c'est une bouffée d'air frais. Ouais, les Flyers ont très bien fait les choses pour lancer leur série contre les Pingouins. Tu voulais rajouter, Marco? Oui, mais juste indiquer qu'avec Martone, c'est le travail avant tout. Ça, la grosse différence entre, mettons, lui et Matvei Michkov. Porter Martone ne va jamais dire aux médias qu'il a pris un été off puis il ne s'est pas entraîné du tout. Porter Martone, il est dans le gym à chaque jour, des fois 2 fois par jour. Il est rendu quasiment à 220 livres à 6 pieds 3. C'est un attaquant de puissance qui va être dominant parce que son talent a toujours été élite, mais c'est son éthique de travail qui a fait en sorte qu'il était prêt maintenant pour la Ligue nationale.
Puis je le dis, là, ça va être le meilleur joueur de cette équipe-là pour l'instant. Ils font une acquisition pour un autre joueur dans le futur, peut-être. Mais dans le groupe de joueurs qu'ils ont maintenant, s'il y a un joueur pour les Flyers qui risque d'être un joueur de concession, c'est lui, pas Michkov. OK. Ben, en tout cas, c'est tout un départ pour le jeune Martin. Ça, il n'y a pas de doute. On va faire une première courte pause dans cette émission. Dans le deuxième segment, le petit bilan de la saison régulière du Rocket de Laval qui a pris fin dimanche à l'approche des séries. Et on met la table pour les 2 demi-finales dans les rangs juniors dans la LHJMQ. On aura également les questions du public dans ce 30e épisode de Processus. Processus. You win! Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. Alors, on poursuit avec notre deuxième segment de Processus. Le Rocket de Laval a mis un terme à sa 9e saison avec un 2e titre d'affilée de la section Nord. Donc, c'est assez convaincant comme saison à nouveau pour Pascal Vincent. 2 saisons, 2 championnats de division pour l'entraîneur du Rocket qui maintenant est à l'arrêt en attendant de connaître qui sera son adversaire au 2e tour des séries parce qu'on a un bail lorsqu'on évite de jouer là, dans le play-in. Ça va changer peut-être un petit peu les choses l'an prochain parce qu'on va rajouter la formation de Hamilton dans le portrait. La section va tomber à 8 équipes et non pas comme 7 comme présentement dans la section Nord. Donc, il y aura, ça va se bousculer aux portières un petit peu plus l'an prochain pour une place en série dans la section. Mais présentement, ce sera Rochester ou Toronto comme adversaire au premier tour pour le Rocket de Laval. Puis je trouvais que c'était important qu'on fasse un petit bilan du Club École du Canadien cette année. Qu'est-ce qui a bien ressorti de cette saison, alors qu'on avait un bon mix de vétérans, de jeunes joueurs à travers, mais aussi des joueurs qui rapidement se sont faufilés vers la Ligue nationale, entre autres Jacob Fowler, amené rapidement dans la Ligue nationale et qui ne semble pas vouloir y retourner dans la Ligue américaine. Comment vous évaluez la saison en général? Puis on ira davantage un petit peu dans le particulier à la suite de vos réponses. Marty. Évidemment, je pense que c'est bien passé pour le Rocket encore une fois. Je pense que les vétérans ont aidé, évidemment. Oui, il y a des joueurs comme Brendan Gignac, des gars comme Alex Barré-Boulet qui sont partis, mais c'est pas grave parce qu'on les a remplacés par notamment des Alex Belzile et des Samuel Blessa. Je pense que ça a énormément aidé. Je pense que c'est la chose que j'ai notée, moi, surtout avec le Rocket, parce que, bon, évidemment, tu veux voir du succès, tu veux les voir gagner, tout ça, mais évidemment, quand tu t'attardes vraiment aux espoirs, tu veux quand même voir est-ce que les jeunes joueurs de cette organisation-là sont capables de se développer. Il y en a qui l'ont fait, un certain Reinbacker et un certain Engstrom qui sont présentement à Montréal, qui sont avec les Canadiens dans les séries contre le Lightning et tout ça. Ça, c'est sûr que ça aide. Moi, c'est au niveau de l'attaque que je pense qu'on a un peu plus de réponses sur certains joueurs qu'on pouvait peut-être voir dans des rôles de soutien. Je pense à Florian Jacquet, je pense à Owen Beck, je pense à Jared Davidson. Puis, je vais être honnête, Jacquet, je pense que ça a été correct. Là, je pense que ça a été le début de la saison qui a été compliqué. Il se cherchait. Je ne suis pas sûr qu'il savait exactement son identité. On le voyait à Montréal. Il a joué des matchs d'ailleurs. Puis là, c'est comme s'il se disait écoute, maintenant que je suis un gars de la LNH, je suis capable d'en amener offensivement. Puis c'est comme s'il avait oublié un peu son côté robuste, mais il s'est replacé. Lui, c'est correct. Mais je pense que dans le cas de Davidson et d'Owen Beck, moi, personnellement, j'ai été légèrement déçu, surtout de Beck. C'est que je pense que ces gars-là, avec une autre saison d'expérience dans la Ligue américaine, tu es censé être capable d'en prendre un peu plus, de prendre les choses un peu plus en main. Le jeu est censé ralentir. Tu comprends plus à quoi t'attendre. Tu es plus capable d'exploiter les occasions parce que tu peux créer des jeux. Tu peux tout voir venir. Puis malheureusement, je pense que ces gars-là n'ont pas été capables d'amener leur jeu, le niveau de leur jeu d'un cran. Ce qui fait en sorte que tu regardes présentement le scénario qui est différent de celui du début de saison. Tu sais, Davidson cognait une place au sein du 4e trio. Deuxième moitié de saison était moins évidente. Il y a une grosse dizaine à un moment donné de matchs sans marquer de but. Puis là, qu'est-ce qu'on retrouve? On commence à parler des candidats pour le 3, le 4e trio à Montréal. On n'en parle plus de Jared Davidson. On considère un peu plus peut-être des Logan Sawyer. On verra avec Rinson Rora qui vient de débarquer avec l'équipe. Ça, c'en est un autre. Puis dans le cas d'Owen Beck, moi, c'est là que ça me décourage. Il y a eu quand même beaucoup de blessures en fin de saison. J'aurais aimé qu'ils en prennent un peu plus, qu'ils contrôlent un peu plus les choses, qu'ils prennent la rondelle, qu'ils rendent tout le monde meilleur autour de lui, qu'on le voit régulièrement dans les matchs obtenir un but ou 2 points ou aller chercher l'aide ou le but qui allait aider. Puis malheureusement, je pense qu'on commence à avoir notre idée avec Owen Beck.
Tu sais, j'ai déjà pensé qu'il y avait peut-être un potentiel de deuxième trio. À un moment donné, je me suis dit, OK, peut-être plus troisième, mais là, plus ça va, plus ça regarde vraiment qu'il soit un gars de quatrième trio parce que l'aspect offensif de Manque la chose, d'attaque, manque d'offensive naturelle. oui, mais il n'y a absolument rien. Tu sais, aussitôt que la rondelle, il n'y a rien qui se produit. Puis Ouais. ça, ben, c'est correct. Là, je veux dire, ça arrive. Là. Mais je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Marco? Ben écoute, pour moi, je pense que Florian Jacquet, oui, a marqué moins de buts, mais je pense que sa game s'est mieux diversifiée cette année. Puis je pense que tu l'as vu être un meilleur fabricant de jeu. Donc, quelque chose qui va peut-être l'aider un peu mieux pour se tailler une place avec le grand club, potentiellement même l'année prochaine. Mais Owen Beck, pour moi, tu sais, comme quand on regarde les espoirs de cette équipe-là, c'est les défenseurs qui sont ressortis. C'est la deuxième moitié de David Reinbacher. C'était la saison époustouflante du côté de Adam Engström avant son rappel. C'est ces deux-là qui ont vraiment fait bouger l'aiguille pour moi avec Laval. Et Jacob Fowler, qui était le seul gardien régulier à avoir une fiche de plus que 900 en termes de pourcentage d'arrêt. Donc, ça s'est vraiment joué là pour moi en termes de développement. En termes d'attaque, tu sais, Owen Beck, pour moi, je pense jamais qu'il va brûler la Ligue américaine. Puis c'est pas le genre de style qu'on va lui demander de jouer s'il se rend dans la Ligue nationale. Mais pour un joueur qui était tellement doué offensivement dans les rangs juniors, tu t'attendais à peut-être une poussée offensive cette année pour le rendre plus à 1 point par match. Puis malheureusement, on n'a pas vu ça cette année. Ceci étant dit, Pascal Vincent, avec son trio de vétérans en haut, là, avec Farrell, Belzile et Laurent Dauphin, ça mangeait la grosse partie des minutes, puis ça mangeait la grosse partie de l'attaque à 5 aussi. Donc, ça limitait en fait certaines utilités offensives. Et on essayait même des fois Belzile au centre. Donc, tu sais, c'est là où je me suis dit, oui, le Rocket de Laval a très bien fait cette année côté points, mais sur le plan de développement offensif, je pense qu'on a laissé filer les vétérans en premier temps, puis on a essayé de mettre au défi les espoirs. Je pense que la première moitié de la saison d'Owen Beck était vraiment difficile. Je pense que la deuxième était meilleure, mais même là, je m'attendais à plus pour un joueur qui, on va se le dire, quand il était avec le grand club, paraissait comme un joueur de la Ligue nationale. Donc, pour moi, c'est toujours difficile de le voir rétrograder et ne pas prendre cette confiance-là pour prendre un step-up dans la Ligue américaine. Donc, hâte de voir ça va être quoi son futur avec l'organisation lui aussi. Mais encore une fois, je pense que c'est du côté défensif et dans les buts où ce que Laval a vraiment aidé à développer quelque chose pour le Canadien de Montréal. Marty a parlé de Vincenz Rohrer. Il a marqué dimanche à ses débuts avec le Rocket. J'imagine qu'il aura un rôle précis à remplir dans les séries éliminatoires. Il y a eu le jeune Luke Middlestad qui s'est ajouté, qui a laissé une belle impression dans les dernières semaines de la saison. Nul doute là, qu'il va avoir de l'action, lui, lors des séries éliminatoires. Alors, tu vois que là, il y a une infusion de talent. Il y a des joueurs qui entrent. On a signé beaucoup de joueurs, d'agents libres aussi, qui auront des ententes en vue de la saison prochaine. Quand je regarde les choses évoluer, est-ce que des gars comme Sean Farrell, Joshua Roy ou encore William Trudeau qui arrivent tous à bout de contrat, est-ce que ces gars-là en sont à leur dernier tour de piste à Laval? Je pense que dans certains cas, c'est clair. Là. C'est un gars comme Joshua Roy qui a eu une belle fin de saison. Je vais lui donner un tour de chapeau récemment aussi. Là. Puis je continue de penser qu'il a le talent pour jouer dans la LNH. Je continue de dire qu'il a le tir. Moi, j'ai toujours été son intelligence. T'sais. Il ne semble pas être latent. Il ne semble pas avoir un gros coup de patin. Il arrive dans les coins. Tu te dis, il va se faire battre. Puis il trouve toujours une façon de rendre ça facile parce qu'il place son bâton au bon endroit. Moi, c'est pourquoi j'ai toujours adoré. Maintenant, à Montréal, ça ne cachera pas, il n'y a pas de place. Ça, c'est bien évident. C'est là qu'à un moment donné, je pense que cet été, tu sais, donc on ajoute du renfort chez les Canadiens. Donc, on ajoute le fameux deuxième joueur de centre ou un défenseur ou des gars plus robustes et tout ça. Je pense qu'il va y passer par là. Un gars comme William Trudeau, peut-être plus nécessairement de place. Je ne sais pas s'il y a vraiment une valeur. Je ne serais pas surpris, moi, qu'il n'y ait tout simplement pas d'offre qualificative. Surtout que tu as des défenseurs qui vont arriver avec l'équipe. Bryce Pickford arrive. Owen Protz arrive. Luke Middlestad est déjà là. Et d'ailleurs, Middlestad a eu des moments incroyables avec le Rocket. Je trouve qu'il est excellent en ce moment. Donc, mais tu sais, par rapport aux 3 joueurs que tu mentionnes, je pense que... tu sais, un qu'on ne mentionne pas, c'est Philippe Méchard. Écoute, je regardais le match de dimanche, là, Philippe Méchard. Premièrement, il était laissé de côté depuis quelques matchs et tout ça. On lui préférait notamment des Will Denning sur des contrats de Ligue américaine.
Puis Il ne jouera pas en série, c'est pas parti pour ça, en tout cas. C'est- Comme l'année passée. je vais tomber en bas de ma chaise s'il joue en série. Je le regardais dans un match où plusieurs vétérans étaient laissés de côté. Puis Méchard a été, selon moi, le pire attaquant du groupe. T'sais, physiquement, il perdait il est impliqué. Tu peux pas lui reprocher son manque d'effort. Il est là, il est dans les coins. Il tente d'aller chercher les bagarres et tout ça, mais il arrive tout le temps au deuxième. Ses lectures défensives sont pas assez à point. Son trio a eu des erreurs défensives toute la rencontre. T'sais, même un gars comme Dylan Bentley qui vient de débarquer de UMass Lowell dans la NCAA, je trouve qu'il en offre plus. Donc, tous ces gars-là, tu vois que c'est un peu... Puis c'est normal, c'est là que tu vois un groupe d'espoir, une banque d'espoir, qu'il y a une roue qui tourne. Tu as des gars qui sont dans la LNH en ce moment, qui cognent à la porte. On parle de Jacky, on parle de Beck. Eux sont encore là. Reinbacker et Engstrom du côté défensif. Puis il y en a d'autres que, parce qu'ils n'ont pas été capables d'être au-dessus de la mêlée, ça va moins bien. Donc là, à un moment donné, tu fais simplement changer le vent de côté. Tu fais simplement amener notamment d'autres joueurs. Donc je pense que ça, c'est ce qui est bien. C'est quand même décevant pareil. Un gars comme Sean Farrell qui avait été tellement dominant à Harvard, tellement de succès dans la USHL. Il a produit Sean Farrell, mais tu vois vraiment que c'est une coche. Il y a la Ligue américaine, mais de là à entrevoir un gars comme ça dans la Ligue nationale, tu n'as pas le choix de le placer sur un top 6, mais il en manque un peu. Pas juste avec le Canadien, il va en manquer ailleurs aussi. S'il y a une autre équipe qui lui donne un contrat à 2 volets l'année prochaine, il va passer à travers le balotage probablement. Puis c'est dur d'entrevoir des matchs de la Ligue nationale. La coche, là, il en manque juste un petit peu. Ouais, mais c'est vraiment l'aspect vitesse, je pense, que dans son cas. Parce que l'intensité est là. La vision de jeu, moi, j'ai toujours adoré Sean Farrell. Son année de repêchage en 2020, c'était l'un de mes préférés. Je pensais vraiment que les Canadiens avaient fait un vol. Là. J'étais convaincu. Mais là, en ce moment, tu le vois que à Laval, il va super bien. Il fait de bonnes séquences. C'est l'un des meilleurs. Il y a une belle chimie à peu près avec n'importe qui. Tu peux lui mettre Alex Belzile ou Laurent Dauphin. Puis ça va toujours bien se passer. Mais c'est sûr que là, la petite coche, et dans la Ligue américaine, il est dominant, mais dans la LNH, tu le sais que ça va être un problème. Je pense qu'éventuellement, il va changer d'organisation, il va avoir des matchs. Mais je pense qu'il ne sera jamais capable d'aller s'établir. C'est peut-être quelqu'un qui va faire à un moment donné, pas à Montréal, là, mais la navette, tu vas peut-être aller jouer peut-être un 5 ou un 6 rencontres. Mais c'est malheureux parce que l'intensité est là, l'intelligence est là, mais parfois, ça prend plus que ça. Petit gabarit aussi, évidemment. C'est ça, malheureusement. Tu as besoin d'avoir des qualités qui te démarquent. Je pense que Sean Farrell, c'est difficile pour un joueur de ce petit gabarit-là si tu n'as pas nécessairement la vitesse de haut de gamme d'être capable de se différencier. C'est vraiment, honnêtement, c'est pour ça. Pas assez bon pour être un joueur top 6 dans la Ligue nationale, mais pas le profil pour être un joueur de 3e ou 4e trio dans la Ligue nationale non plus. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est quand même une excellente personne, mais je pense que l'organisation va tenter de passer à autre chose bientôt avec certains de leurs attaquants parce que tu vas avoir un influx de d'autres attaquants qui vont commencer à rentrer dès l'année prochaine, puis celui d'après ça aussi. Et je pense que c'est là où mettons, si tu as un LJ Mooney qui s'en vient peut-être à la fin de la saison prochaine, mais est-ce que Sean Farrell est un joueur de trop dans l'organisation, dans le contexte? Je pense que c'est là où moi, je pourrais me dire, avec les qualités que je vois de LJ Mooney, lui, c'est un joueur qui vaut l'investissement parce que même si ça ne devient pas un joueur de top 6, il a les qualités pour être un joueur de 3e ou 4e trio parce que la façon qu'il joue, sa vitesse, son acharnement, et pour un petit gars, son jeu physique est le style quasiment opposé de la façon que Sean Farrell joue. Donc, c'est peut-être là où le Canadien va devoir trancher. Puis, c'est un peu la même chose en défensive, mettons, avec un William Trudeau, alors que tu as un Luke Mittelstadt qui est là, un Owen Price qui arrive, deux défenseurs gauchers, et tu vas certainement vouloir un vétéran dans l'organigramme aussi. Donc, lui, peut-être, il va tenter sa chance ailleurs. Donc, il risque d'avoir des changements du côté de Laval. Ouais, ça, c'est indéniable. Il y en a à chaque année. Vous voyez le Rocket se rendre où cette année? L'an passé, ça a été la finale de conférence de l'Est. Est-ce qu'on sera capable de faire encore mieux cette année ou la pente est un petit peu trop abrupte pour le club actuel? C'est sûr qu'on va souhaiter pour le Rocket que Engstrom et Reinbacker retrouvent leur poste à la ligne bleue. Ça pourrait être la clé, ça, pour un long parcours. Moi, je pense que c'est ce qui est primordial si le Rocket veut faire un bout de chemin. Parce que, bon, là, ça va être le gagnant entre Toronto et Rochester. Je pense que ça va être Toronto, là. Tu vois, on débarque contre les Marlies de Toronto. Il y a quelque chose à faire parce que, oui, tu as certains vétérans. Là, je donne des noms comme ça, Logan Shaw. Je pense que l'avantage des Marlies,
c'est que l'équipe de la LNH a été éliminée. Donc Ouais. là, il y a un paquet de joueurs qui sont redescendus dans la Ligue américaine. Easton Cowan, qui a passé la campagne à Toronto avec les Maple Leafs, là, est avec les Marlies. Tu rajoutes des gars comme Jacob Quillen, des gars comme Ryan Verberg, Alex Nylander, le frère de William, est là également. Quand même une équipe de talent, mais en défense, c'est plus mince. Tu as William Villeneuve qui est là, capable d'amener des relances offensives et tout ça, mais pas le meilleur défensivement. Je pense que pour le Rocket, mais là, ça dépend vraiment de si Engstrom et Reinbacher reviennent. Si tu as ces gars-là, je pense que tu as la structure pour te débrouiller. Là, je trouve que le principal défi serait davantage si on atteint la finale de la section Nord. Tu pourrais potentiellement affronter, moi, je pense que ça pourrait être le Crunch de Syracuse. Et c'est là que c'est amusant parce que c'est comme si le Lightning pouvait aider le Rocket. Ouais. Et c'est comme si les Canadiens pouvaient aider le Crunch. Parce que si, disons, que le Lightning se fait éliminer, là, un gars comme Connor Geeky va retourner dans la Ligue américaine, ça devient moins évident. Et moi, je pense que c'est un aspect vitesse, c'est un aspect gabarit. C'est un gars, Connor Geeky, pour avoir vu des matchs qui a fait mal au Rocket de cette année. Ça pourrait être corsé. Par contre, à l'inverse, disons que le Lightning élimine les Canadiens, bien là, tu gardes Geeky, et à l'inverse, là, c'est un Reinbacher, des Engstrom et un Fowler qui pourrait retourner. Ouais. Donc, c'est là que c'est particulier. Moi, je vais faire une prédiction. Je pense que le Rocket va se rendre en finale de la section Nord, mais ça va s'arrêter là. Je pense que Syracuse va mettre fin à tout ça, mais ils ont le potentiel pour au moins se rendre jusqu'à la finale de l'association de l'Est. Là, par contre, il y a des gros clients de l'autre côté, les Islanders de Bridgeport, avec les ajouts de Victor Eklund, de Cole Iserman. Ça, c'est des ajouts comme que tu n'as rien dépensé pour les avoir. Ils sont des gars déjà dominants. Sinon, les Penguins de Wilkes-Barre ont beaucoup de bons jeunes également. Providence, toute une saison aussi. Donc, je trouve que je pense que le favori pour la finale de la Coupe Calder, il est dans la section Atlantique, si tu veux. Là, je ne me souviens plus du nom, mais c'est ça. plus dans ce coin-là, moins du côté de la section Nord, peut-être. OK, intéressant. On va suivre le Rocket. Une dizaine de jours, ça va être bon pour passer des plaies, entre autres permettre à un Laurent Dauphin de revenir en force pour les séries. Donc, ils vont assurément prendre le petit délai avant que ça commence. Maintenant, LHJMQ, les 2 demi-finales sont maintenant confirmées. Ça commence jeudi, c'est-à-dire à Moncton, alors que les favoris, les gagnants du trophée du président, les Wildcats de Moncton, qui vont affronter l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et dans l'autre demi-finale, les Huskies de Rouyn-Noranda et les Saguenayens de Chicoutimi. Chicoutimi qui survolent les séries jusqu'ici, toujours pas subi la défaite, qui vont croiser les Huskies. Ça va être intéressant comme demi-finale parce que clairement, à part la série de l'Armada contre Terre-Neuve qui s'est réglée en 6 parties, toutes les autres, ça a été des balayages, Marty. Ouais, mais je pense que pas que c'était à prévoir. J'aurais pas prédit 3 balayages sur 4, là, mais tu sais, étant donné que tu as eu la surprise des Foreurs de Val-d'Or contre les Vultures de Drummondville, ben là, tu les amènes contre Moncton. C'est sûr que c'est une équipe qui, tu sais, ils ont travaillé fort, les Foreurs de Val-d'Or. Ils ont donné des soirs froides dans les matchs numéro 1, numéro 2 à Moncton. On était capable de prendre les devants 1-0 et 2-1. Puis ça se renversait complètement. Par la suite, tu as une série émotive du côté des Cataractes contre le Phoenix de Sherbrooke. Tu te retrouves contre les Huskies. Il y en a peut-être manqué. Mais là, je pense que ce qui va être intéressant, c'est des confrontations qui sont intéressantes, mais pour plusieurs niveaux. Premièrement, Armada contre Wildcats. Bon, il y avait les Sags qui étaient là-dedans, même avant les acquisitions, mais on s'entend que c'était pas mal les 2 grosses puissances qu'on pouvait surveiller. C'est une confrontation également entre tous les choix de premier tour de la LNH qui sont dans la LHJMQ, donc Bill Zonon et Justin Carbonneau d'un côté et Caleb Desnoyers de l'autre. Ça, c'est évident que c'est une chose qui est à surveiller. La confrontation des défenseurs, on en a parlé tout à l'heure, Tommy Blythe va jouer contre Xavier Villeneuve. Donc, tu veux savoir si l'un est meilleur que l'autre, là. Les deux sont sur la même patinoire. C'est dur d'avoir mieux comme comparaison. Mais moi, je pense que cet affrontement-là, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment l'Armada va être capable de... Bon, le régiment de Terre-Neuve leur ont donné des soirs froids, ont gagné le premier match, mais défensivement, c'est une équipe qui est plus poreuse. Je pense que l'Armada a eu un bon plan de match. On était capable de neutraliser les relances du régiment. Ça, ce qui est une très, très grosse force. Maintenant, les Wildcats, ça ne travaille pas de la même façon. C'est une équipe qui est pas mal plus en unité de 5. C'est une équipe qui aime s'installer et qui a une foule de talents, puis pas simplement Caleb Desnoyers ou Alex Mercier. Là. Le 2, le 3, le 4e trio, ils ont du talent. Vraiment, l'Armada, là, ils ont eu des problèmes un peu en deuxième moitié de saison. C'était correct contre le régiment et contre les Tigres. Là.
Mais là, c'est une autre paire de manches, les Wildcats. Là. Moi, je pense que ça va être compliqué, mais c'est une série qui est intéressante justement parce que tu es bourré de talent des deux côtés. Et dans l'autre série, ben vas-y, Marco, si tu veux apporter quelque chose sur la série en question. Ben, moi, je pense qu'avec Moncton puis avec l'Armada, je pense que les deux, ça va jouer en transition, cette équipe-là. C'est incroyable de voir Moncton jouer ce printemps. Là. C'est vraiment une machine. Je pense que ça part du fait que c'est bien équilibré en défensive. On va parler des Saguenayens qui, selon moi, ont la meilleure défensive des séries en ce moment, puis peut-être même de toute la CHL. Mais la façon que Moncton joue, ça part par la défensive. Le jeu de transition se fait en groupe. J'aime vraiment ce style-là, tandis qu'avec Blainville-Boisbriand, on voit aussi, c'est les gros canons qui traînent aussi le chariot un peu. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va essayer de faire le match-up dans ce contexte-là, puis voir à quel point un gars comme Tommy Blyle, côté mission défensive, comment est-ce que tu te mesures contre les meilleurs morceaux en attaque de cette ligue. Pour moi, ça va être très intéressant. Donc ça va être la série à suivre pour moi, même si on va parler de Rouyn-Noranda et Chicoutimi. Moi, on va aller en détail, là, mais Chicoutimi, pour moi, est un canon d'équipe en ce moment. Ben, quelle brigade défensive, là, ça se confirme. On en parle à chaque semaine, Marty, mais ils ont neutralisé complètement les remparts, leur donnant seulement 2 buts dans cette série-là. Rouyn, quand même, a peiné contre la défense pas mal moins expérimentée des Olympiques de Gatineau. Ils sont revenus de l'arrière de 0-3. J'ai l'impression que le style un peu soporifique des Saguenayens va clairement leur jouer des tours au hockey. Ça va être dur quand même de percer la muraille de Chicoutimi. Moi, j'aime dire que tu prépares tes séries. Tu sais, si tu gagnes le titre, là, c'est pas simplement parce que tu as fait un bon travail en finale. Tu t'es préparé dans le premier, dans le 2, dans le 3e tour. J'aime dire que tes adversaires te préparent. Puis les Sags contre les Remparts, selon moi, ont eu peut-être le meilleur adversaire, entre guillemets, qu'ils pouvaient avoir. L'équipe dure à affronter défensivement. Pas évident d'aller chercher des retours de lancer. Bloquait beaucoup de lancers. J'en ai parlé la semaine dernière. Un gars comme Maxime Massé a eu une bonne série, même s'il n'a pas nécessairement marqué. Mais des replis défensifs, il était là. Il travaillait fort, il neutralisait beaucoup de jeux. Défensivement, il y avait des chances quand même. C'est simplement qu'à un moment donné, ça ne pénétrait pas dans le filet. Là, par contre, c'est que tu affrontes les Huskies qui, moi, je pense déjà à la base, ont une défense un peu plus poreuse un petit peu. Ils ont des blessés aussi. Là, je pense à Gus Van Der Kay, le défenseur suisse. Ça, moi, je trouve que c'est une grosse perte de leur côté. Ce qui va revenir, je n'ai pas d'informations encore. Il faudrait que je regarde. Et si Samuel Beloche ne joue pas une grosse prestation, je trouve que ça devient plus compliqué parce que des chances devant le filet, les Huskies en donnent un peu plus. Physiquement, on a des gars travaillants et tout ça, mais peut-être pas pour arriver à la cheville des Massé, des Liam Lefebvre, des Emmanuel Vermette, qui d'ailleurs a une d'excellente série. Là. Je trouve que la profondeur des Sags à tous les niveaux devient importante. J'ai parlé de Samuel Meloche, peut-être un des 3 meilleurs gardiens de but de la LSGMQ. Le problème, puis ça, c'est mon opinion personnelle, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord. Je pense qu'on a un meilleur gardien de but encore du côté des Sags en Lucas Beckman. J'ai toujours été un énorme partisan de Lucas Beckman. Donc, tout pour ces raisons-là, je pense que la série à surveiller, je vais dire comme Marco, c'est vraiment Armada contre Wildcats. Husky contre Saguenay, malheureusement, je pense que les Sags ont une bonne longueur d'avance. Là. Une des choses qui est intéressante avec les Sags, ils n'ont pas perdu aucune cadence. Ils ont toujours pris leurs adversaires sérieux, puis ils les ont étouffés. Puis je pense que c'est exactement ça que ça va prendre. On se rappelle, les Olympiques de Gatineau ont donné du fil à retordre à Rouyn. Puis on se souvient, c'est en jouant ce style étouffant-là. Puis c'est là où je crois que s'il y a un club dans le carré d'as qui est capable de jouer ce style-là à la perfection, c'est les Saguenay de Chicoutimi. Même s'ils ont une bombe de joueurs en attaque, défensivement, ils sont capables de shut down une game. Puis c'est ça que j'ai trouvé intéressant depuis le début. Très hâte de voir comment cette série-là va y aller, mais je suis pas mal sûr que ça va être eux en finale, puis on attend simplement à voir ça va être qui le gagnant de Moncton et Blainville-Boisbriand. Hâte de voir si Yannick Jean va enfin franchir l'étape des demi-finales. Il n'a jamais coaché une équipe junior majeure en finale de la LHJMQ. Est-ce que ce sera son année maintenant pour Yannick Jean? Ça semble très, très bien se produire pour lui. Il est déjà gagnant du DG de l'année dans la LHJMQ. Alors, prochaine étape, la finale, c'est ce qu'on va lui souhaiter. La finale que tout le monde attend, c'est probablement Moncton et Chicoutimi, mais il reste quand même une grosse étape avant ça. Oli est prêt, lui, avec les questions du public. On va finir avec ça cette semaine.
Oui, merci encore. Vous avez été très généreux avec vos questions. Vous pouvez toujours les poser dans la section commentaires de nos vidéos sur YouTube, puis les gars vont y répondre la semaine d'après. On commence avec une question de Olivier Matteau. Avec la nouvelle règle pour la NCAA, pensez-vous que les gros marchés, comme Québec, Moncton, Halifax, vont être plus avantagés que les petits marchés, comme Baie-Comeau ou Val-d'Or, dans le recrutement des joueurs américains? Je pense qu'il y avait déjà un avantage même avant cette règle-là, personnellement, là, dans ce que je connais. Moi, j'ai été un grand partisan des Moussets d'Halifax dans ma jeunesse, puis ils ont toujours eu les moyens d'aller chercher les meilleurs joueurs européens et de se trouver des perles dont personne ne connaissait. Donc, pas mal sûr que ça va simplement accentuer la situation, mais ça va forcer aussi les petits marchés à être créatifs dans le package qu'ils vont ou de la façon qu'ils vont vendre l'opportunité à des jeunes. Je pense que c'est quand même la même chose, mais j'irais une coche de plus parce que là, on commence à voir certains gars qui peut-être s'en allaient dans la NCAA après 1 an, décider de peut-être rester une 2e année. Puis je pense que c'est là où la valeur d'un club comme, mettons, les Wildcats, Halifax, Québec, exemple, c'est là où on va peut-être le voir. On ne le verra peut-être pas immédiatement, mais au fil de 2-3 années, je pense que la différence va être encore plus accentuée. Je pense simplement que les équipes vont se construire plus différemment que lorsqu'on avait le scénario pré-règlement NCAA, les Canadiennes de hockey. C'est que, tu sais, c'est évident que ça va aider des équipes. Regarde les Wildcats de Moncton. On a parlé de Tommy Blyle. Nico Turnos, qui a marqué 40 buts cette année, c'est un gars natif d'une Connecticut. On a ajouté beaucoup. Ryan Chodzinski, un gars du Massachusetts, va très bien également. Donc, tu sais, on a ajouté des morceaux comme ça. C'est évident que ça aide les Wildcats. Par contre, tu peux le voir de 2 façons. Oui, ça les aide, mais tu repères les bons joueurs également. Je peux te parler des Moussets d'Halifax. Ils ont été capables d'ajouter certains Américains qui ont ajouté des morceaux. Ça n'a pas nécessairement collé. On ne peut pas dire que les Moussets ont une saison incroyable. Donc, je pense que là-dessus, chapeau aux Wildcats, chapeau au travail qu'on a été capable de faire pour repérer des joueurs. C'est évident que ça va aider au niveau monétaire d'amener des joueurs peut-être un peu plus importants. On verra du côté de Québec. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se préparent un petit peu cet été. On va avoir une excellente équipe. Puis le moment de viser le titre s'en vient quand même pas mal. Donc, je pense qu'évidemment, il faut que tu ailles dans cette direction-là un petit peu. Là. Mais ça ne veut pas dire que les petits marchés n'attireront pas de joueurs. Je vais te donner un exemple. Le Drakkar de Baie-Comeau cette année, qui, oui, je sais, a eu la pire équipe. Oui, ça n'a pas été évident. Mais on a quand même été capable d'amener, je te donne un exemple comme ça, un Samuel Caulfield qui jouait avec le Steel de Chicago, quand même une grosse machine de la USHL. Il est parti de la USHL. Lui, c'est un gars natif de Boston. Il s'est retrouvé devant le filet du Drakkar. Il a très bien fait avant de se blesser, malheureusement. Là. Mais bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. On va être quand même capable d'attirer des gars. Peut-être pas les gros canons comme Québec, Moncton et compagnie vont faire, mais on est capable d'ajouter des morceaux qui, par la suite, je pense que ça va revenir un peu plus à avoir un bon noyau qui grimpe ensemble et qui devient bon au bon moment. Là, je regarde Val-d'Or notamment. Je pense que l'an prochain, ça va être une saison encore plus intéressante pour eux parce qu'on a un noyau qui travaille ensemble depuis plusieurs années. Donc, je pense que c'est un peu ça. Là, les recettes vont devenir différentes pour tout le monde. Excellent. On passe maintenant à une question de Michel Parent. L'an prochain, il va y avoir 2 matchs de plus à la saison. Avec la nouvelle convention collective, là, on passe de 82 à 84. Est-ce que si les clubs sont qualifiés plus rapidement que cette saison, on va avoir droit à plus de matchs de catégorie B pour terminer la saison, des matchs un petit peu qui ne veulent rien dire, comme on a quand même vu là, dans les dernières semaines avec certaines formations? Il y a une chose à prendre en considération. Oui, il va y avoir 84 matchs, mais la saison va commencer 2 semaines en avance. Ouais. Et il ne va pas avoir une pause de 3 semaines pour les Olympiques l'année prochaine. Donc, beaucoup moins de matchs de back-à-back, un calendrier plus étalé, selon moi. C'est pas le calendrier qui va dicter si on va avoir plus de matchs catégorie B. Ça va être la parité dans cette ligue. Parce que, je te donne, on peut en parler, là. Cette année-ci, on n'a pas eu un club qui a franchi les 125 points comme on a vu auparavant. Mais si tu as un club qui est en ligne pour 130 points puis il y a moins de parité dans la conférence, c'est clair que ce club-là sait qu'il va gagner la Coupe du Président. Peut commencer si sont à 115 points rendus en début avril, c'est clair qu'ils vont être capables de commencer à reposer des gars. Donc, je pense que ça va plus se donner sur la parité. Et à date,
les 2 dernières années, on a vu la plus grosse parité qu'on n'a jamais vue dans la Ligue nationale. Des courses aux séries qui se sont terminées la dernière journée, sinon l'avant-dernière journée, et plusieurs clubs qui sont finis à égalité de points. C'était l'année où on a vu le plus de tie-breakers, où le monde regardait les victoires en temps réglementaire, les victoires en temps réglementaire plus overtime. Tu sais, c'est là où on le voit. Fait que si on voit un autre niveau de parité comme on a vu les 2 années antérieures, je doute qu'on va voir plus de matchs catégorie B. Mais je pense que qu'est-ce que ça va faire, c'est que la course va devenir simplement plus intéressante à cause que les clubs vont être mieux reposés qu'ils étaient cette année parce qu'on va se dire plusieurs joueurs en manquaient de gaz cette année. Moi, je suis d'accord avec Marco. Je pense que l'aspect parité est très important. On l'a vu dans l'Est. Dans l'Ouest, c'est moins le cas, mais dans l'Est, on l'a vu, là. Beaucoup d'équipes qui se sont battues jusqu'à la fin. Il prend les Red Wings, prend les Islanders, même les Blue Jackets, c'est en train de revenir à la fin avec Rick Bowness. Donc, tu sais, malheureusement, mais par contre, je pense que d'ajouter 2 matchs va simplement faire en sorte. Pourquoi moi je pense que ça ne changera rien, c'est que ça va simplement faire que les Islanders vont avoir une chance de plus. Ou les Red Wings. Là, les Red Wings, peut-être, vont gagner 2 matchs, vont se placer dans cette conversation-là. Je pense simplement que ça va prolonger le suspense, justement, 2 semaines, mais de là à dire que ça va disqualifier des équipes complètement, c'est pas la même chose. Si tu voulais voir ce scénario-là changer, il faudrait, puis ça n'arrivera jamais, là, mais diminuer le nombre d'équipes en série. Là, ça arriverait. Parce que là, soudainement, ton niveau est rehaussé et tout ça, ce qui n'arrivera pas, mais un nombre de matchs à ajouter, ça, je pense que ça n'aura pas d'impact. Il va en avoir quand même, parce que malgré des courses serrées, prenez le Lightning ou encore le Canadien en toute fin de saison, il y avait un avantage de la glace à l'enjeu, puis on a reposé des joueurs quand même. Alors, tout ça pour dire que quand les équipes sentent qu'il y a une plus-value de reposer des joueurs avant d'amorcer des séries, puis à quel point c'est exigeant physiquement d'entrer en série, convaincu qu'on va reposer. Puis c'est plate parce que c'est vraiment la qualité du spectacle qui s'en ressent. Puis oui, ça vient influencer le classement. On a vu la Caroline, par exemple, reposer des joueurs pendant 3-4 matchs. Ils ont échappé des parties qu'ils auraient probablement gagné en temps normal. Ça a donné des points à d'autres. Je pense que c'est un scénario qui va se reproduire encore. C'est sûr que tu as un point, par contre, mais c'est un peu à l'inverse, parce que là, je pense qu'on parlait plus des équipes hors des séries qui n'ont rien à perdre. Exact. Mais c'est sûr que si tu prends le scénario à l'inverse, les équipes qui, elles, sont très dominantes. Écoute, je peux t'en parler. Le Wild du Minnesota, honnêtement, dans le dernier mois, sans dire qu'on reposait les gars, mais on forçait pas mal moins la note. Je me rappelle d'un match où Joel Erikssonek et Kirill Kaprizov ont manqué quelques rencontres. Tout le monde le disait. Ils sont corrects. Ils vont être parfaits pour un rallye en série. C'était pratiquement un repos déguisé à quelque part. Beaucoup de joueurs ont eu un peu ce scénario-là. Tu voyais que c'était pas... l'intensité n'était pas à son sommet du côté du Wild parce qu'on disait, bon, ben, on a déjà confirmé notre place en série. C'est sûr à 90% qu'on va affronter les Stars. On n'a rien à gagner. Et là, je donne le Wild en exemple, mais il y a plein d'autres équipes là, qui ont fait ça. Donc ça, là-dessus, peut-être, mais c'est ça. Il l'a un peu, mais plus pour les équipes qui, elles, sont très dominantes et qui vont reposer parce que là, à un moment donné, ça va être encore plus taxant de jouer 2 matchs de plus. Excellent, messieurs. Ben, ça complète pour nos questions du public. Merci à Oli. Ça va compléter pour notre épisode de cette semaine. Bonne série. C'est le meilleur temps de l'année. Le premier tour des séries éliminatoires. On ne manque pas de hockey à regarder. Ça, c'est sûr et certain. Merci de votre fidélité. On remercie P.O. Deschênes à la technique, à la réalisation, notre ami Olivier Paiement. Salutations, Marco. Porte-toi bien, mon vieux. On se retrouve sur la passerelle quelque part en fin de semaine lors du match numéro 3 entre le Canadien et le Lightning. Salutations, Marty. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Processus. Salut tout le monde. You win. Processus. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico.